Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant, je l'espère pour tous, le leadership dans la création d'un projet quelconque. Euh, pour ceux qui ont tendance à aborder des sujets à thème sur le développement intérieur appliqué, donc nous attendons Sangono Ahmed de Mindfulness Douceur va nous expliquer un peu comment il s'y est pris pour lancer son projet, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées et surtout en quoi est-ce que le leadership a été primordial dans son activité. Donc, quelques problèmes de connexion. Ah, enfin, la caméra. Ok. Je- Est-ce que je sais pas si est-ce que tu me vois correctement là du coup? Oui, je te vois correctement, c'est juste que voilà, là c'est beaucoup mieux. C'est juste que j'avais d'abord une image, je crois que la caméra était renversée. D'accord. Bon, tu m'entends bien aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, Euh, good. J'étais en train de dire que bah, aujourd'hui on va parler de leadership, un sujet un peu pratico-pratique comme on dit. Et puis, on verra un peu ensemble comment est-ce que ça a pu impacter ton projet et quelles sont les leçons que tu as pu en tirer. Euh, D'habitude, on a coutume de commencer par un petit tour de présentation rapide. Donc, qu'est-ce que tu fais et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer le projet. Et puis, je me présenterai aussi avant qu'on ne rentre vraiment dans l'historique de nos questions. D'accord. Ok. Euh, bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me connaissent, moi c'est Carmelo, créateur du concept Mindfulness Douceur. C'est un concept de danse, danse de couple, basé sur la méditation en pleine conscience. Le projet, il a été lancé depuis maintenant 2 ans. Voilà. Sinon, il fallait que je rajoute quelque chose ou ça va, Non, c'est non, tout. c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Moi, c'est Robert Odo, cofondateur de Grillage Mind. C'est un peu comme c'est vu comme une plateforme d'échange d'expériences de vie, comme là maintenant, donc on va interviewer pas mal de personnes sur différentes thématiques très orientées sur le développement intérieur appliqué. C'est-à-dire que on veut le développement personnel, mais sur des choses concrètes liées aux frustrations de tous les jours. On peut dire ça comme ça. Et c'est toujours axé sur la création de quelque chose. Parce qu'on parle du principe que c'est là où les problèmes commencent à émerger. Ok. Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet qui est le leadership. Voilà, tu avais déjà un peu envoyé sur la question. Tu nous disais que voilà, c'est un concept de danse, de Kizumba. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a poussé à le créer finalement? Il y a déjà pas mal de concepts de danse de ce type. Ah, bon, c'est une très bonne question. Bon, moi, j'ai commencé la kizomba, c'était en 2017, donc il y a 6 ans à peu près. Voilà, moi, je l'ai fait parce que j'aime la danse, j'ai toujours aimé la danse, etc. Et voilà, j'étais comme tout danseur. Je le faisais par passion.
Les week-ends, voilà, je partais en festival pour m'amuser, etc. Maintenant, il se trouve que voilà, je me suis fait ma propre expérience dans une sorte de discipline qu'on appelle la douceur, justement, en développant moi-même mes propres approches, mes propres méthodes, en testant d'abord, voilà, énormément de choses. J'aime tester, j'aime expérimenter, et voilà, c'est maintenant, à force de tester et d'expérimenter, on finit par identifier des choses qui marchent d'une certaine façon, etc. Donc, je n'ai jamais pensé réellement à enseigner, mais c'est une suite d'événements qui se sont déroulés, notamment bah, mon éveil spirituel lors d'une danse et beaucoup d'autres choses d'ailleurs, jusqu'à la rencontre de ma partenaire et où j'ai justement eu cette idée qui m'est venue du genre voilà ta partenaire, tu vas enseigner avec elle. Donc voilà, et c'est dès ce jour-là en fait que je me suis dit bon, avec tout ce que j'ai déjà appris j'ai rencontré quelqu'un qui représente bien ce concept-là sur le point de vue follower. Donc voilà, j'ai ressenti vraiment cette envie de partager en fait cette expérience. Donc voilà. D'accord. Donc, en fait, tu as commencé comme tout le monde, voilà, avec la joie de danser, voilà, de profiter du plaisir de danser, mais à force de pratiquer, tu as pu détecter des manquements et aussi des axes qui marchent plus que d'autres. Et puis, finalement, la vie t'a orienté vers l'enseignement à cause du partage. En plus, tu as pu C'est trouver, ça. ok. Et du coup, c'était quoi tes difficultés au début? Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, je pense qu'on en a tous, mais concrètement, ça se passe pas comme ça. Il faut pas dire les difficultés au début, les difficultés, et ils sont toujours. Oui, Parce que voilà, c'est un concept, pour le dire, qui aborde l'être, qui prend en compte ce que l'être humain est en réalité sous tous les plans, sous tous les axes, les axes multidimensionnels. Quand on parle d'un être humain, il n'y a pas que la dimension du corps physique, parce que voilà, la plupart des enseignants dans la danse, ils vont plus se focaliser sur tout ce qui est basé sur le corps physique, c'est-à-dire la motricité, les mouvements, la musicalité, etc. Mais il y en a pas beaucoup, il y en a très peu qui vont aussi s'attarder sur l'aspect mental, l'aspect émotionnel euh, et l'aspect spirituel de façon générale pour pouvoir justement mieux aborder la danse. Quand on danse avec une personne, il y a toutes ces couches de nous en fait qui sont en action et qui interagissent avec notre partenaire de danse. Donc enseigner la danse proprement, on ne peut pas ignorer on peut pas ignorer ces aspects-là en fait pour réellement mieux transmettre toute la richesse que l'on peut retrouver autour d'une danse. Donc voilà un petit peu pour moi les choses euh, qui sont essentielles et c'est surtout ça que il est question de partager. Maintenant, il se trouve que on est tous, en tant qu'être humain, on est tous différents. Il y a des gens qui, depuis leur bas âge, ils n'ont que conscience d'un aspect rationnel des choses. Quand on commence à aborder, quand on va vraiment en profondeur sur tout ce qui est émotionnel et mental, bah, il reste plus beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est ça qui fait que il est le challenge dans ce projet en fait, c'est comment tout simplement faire comprendre aux gens que
ce que on leur apporte, ce que je leur apporte justement est réellement essentiel pour eux, sachant que ils n'ont pas forcément la sensibilité ou forcément la conscience pour pouvoir vraiment réaliser l'importance de ce qu'on leur apporte en fait. Donc ça reste toujours un challenge dans ce sens-là. Évidemment, il y a une amélioration, il y a une progression, il y a selon les résultats que l'on a. Mais voilà, c'est un challenge perpétuel en fait. Voilà. Alors, si je comprends bien, en gros, le challenge, c'est d'entraîner les gens à ressentir les choses et pas de rester dans le rationnel. Parce que finalement, si on est trop dans le rationnel, dans le logique et tout, on perd de vue certaines dimensions qui font partie de la danse, comme tu as cité l'émotionnel et tout. Et du coup, sauf que quand on veut donc rentrer dans cette partie émotionnelle qui fait appel plus au ressenti, ben, on n'a plus beaucoup de monde, quoi. Euh, et du coup, d'aller dire aux gens, attention, apprenez à ressentir pour rentrer dans l'émotionnel, les gens ne sont même pas forcément déjà convaincus de ça, donc ils vont pas forcément te suivre. C'est ça, c'est ça. Euh, Ce que les gens, les connaissances de la plupart des gens, c'est c'est basé déjà, c'est assez basique et c'est surtout très lié à ce que la science, à ce qu'on appelle la science, a déjà pu partager ou que les gens y connaissent de façon générale. Encore que bon, aujourd'hui, la science, elle est beaucoup plus avancée que ça. Bon, encore, mais c'est pas tout le monde qui est à la page non plus. Mais oui, c'est ça la difficulté en fait. Donc, il y a des choses que et en plus il y a des sortes de fausses croyances, de fausses idéologies qui ont traversé de génération en génération, auxquelles les gens y croient encore. Et c'est difficile de détacher en fait, euh, d'amener les gens à prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que avec la petite expérience que je me suis déjà faite personnellement au bout de 2 ans, je dirais que euh, c'est quasiment impossible pour certaines personnes en fait de comprendre des explications aussi claires que tu puisses essayer de le leur transmettre, mais euh, si euh, si dans ce que tu leur dis, c'est juste que eux, ils vont pas, ils vont mieux ressentir, ils vont mieux comprendre, assimiler les choses quand tu le leur fais ressentir en fait, tout simplement. Donc voilà, les explications, essayer d'éveiller, parler, bon, ça touche réellement les gens qui ont déjà un début, qui ont déjà commencé à s'intéresser au sujet en fait. Les autres, c'est quasiment impossible, jusqu'à ce que eux-mêmes ils expérimentent quelque chose qui va va dans ce sens-là et ils vont dire ah, et là ils vont venir vers toi, ils vont dire ah, qu'est-ce que tu disais là en fait. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Tu parlais de fausses croyances. Ah, quand je parle de fausses idéologies, fausses croyances, etc. Euh, bon, c'est tout simplement pour un exemple tout Ouais, simple. Pour tout ce pour que, c'est pour que les interlocuteurs se matérialisent à peu près, justement, de quoi on parle. bah, un exemple tout simple. Il y en a pour qui l'énergie, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Par exemple. Et donc rien que ça, parce que quand on parle d'énergie, tu as beau expliquer que c'est, en fait après c'est qu'il y a aussi des gens qui ont mystifié les choses, ont essayé de mystifier les choses en en expliquant l'énergie différemment. L'énergie c'est simple, c'est deux composantes. C'est
principal, c'est nos pensées et nos émotions. Maintenant, bon, quand on entre dans le détail, ces pensées et ces émotions-là, il y a différentes couches, évidemment. Mais voilà. Donc, t'as beau, parce qu'il y a des gens qui, quand on n'est pas sensible, bah c'est très difficile pour quelqu'un de comprendre ce que tu veux leur dire. Parce que la sensibilité on veut amener les gens à développer, justement, c'est sur cet aspect mental et émotionnel, pouvoir ressentir justement les émotions des autres. Donc voilà. Quand tu y crois pas parce que t'as pas la sensibilité pour, voilà. Donc ça, c'est déjà une idéologie très difficile justement à, à casser en fait. À Voilà. désapprendre, c'est de désapprendre. Je vois. Ok. Et du coup, ok, donc du coup, je vois que dans les difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontres encore aujourd'hui, comme tu le précises, désapprendre des choses de l'ordre et apprendre des choses qui sont propres à la sensibilité aux gens qui ne l'ont pas forcément, c'est compliqué. En tout cas, tant qu'ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes. Euh, et j'imagine qu'il y a des gens tout simplement que même ça ne suffit pas. Euh, et la question donc, parce que finalement, notre thème, c'est le leadership. Comment tu procèdes? C'est-à-dire, Comment je procède pour ces personnes, bon, il y a deux dimensions. Avant même de rentrer dans le côté peut-être des gens qui t'accompagnent. Pour ces personnes-là, comment tu t'y prends pour justement initier des gens à quelque chose que tu sais utile pour eux, mais dont ils ne sont pas forcément convaincus? euh, bon, on va dire que c'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'abord de satisfaire en fait, de montrer réellement la valeur ajoutée de ce concept-là aux gens qui sont déjà sensibilisés en fait, aux gens qui sont déjà en alerte, ceux qui ont déjà conscience que oui, il y a une dimension très subtile dans nos interactions avec les autres. C'est assez c'est ceux-là, en fait, notre première cible. D'accord. Voilà. Donc, pour les autres, enfin, c'est comme dans toute activité que tu peux entreprendre de faire. Tu vas pas aller, tu vas chercher tes clients potentiels, en fait. Tu Mhm. vas pas aller, tu vas pas Belle. aller, Tu vas pas chercher la rebelle au début. Déjà qu'au début, c'est dur. Si un peu, tu pas chercher la rebelle. c'est ça. Si tu vas chercher les gens qui croient, qui sont pas du tout disposés à t'écouter, quoi que tu fasses, voilà, tu vas perdre des années, même pas peut-être des années, mais il te faudra plusieurs vies pour faire avancer D'accord. ton projet. Donc, c'est pas eux la cible, dans un premier temps, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Ok, maintenant ça nous amène à la suite. J'imagine que parce que ton projet il est quand même costaud, mettre un concept dedans, c'est pas, ça se résume pas à toi, c'est toi et toute une communauté, c'est faire, voilà, c'est quelque part tout le travail de communication et d'intégration progressive. J'imagine que tu as peut-être une équipe, en tout cas des gens qui t'aident dans ce sens-là, et du coup. Je veux dire, à quel niveau est-ce que le leadership est intervenu pour toi, en fait? À quel niveau c'est devenu prépondérant dans le besoin de développer ton concept? Bah, à partir du moment où tu conçois une idée et que tu veux tu essayes de la matérialiser justement, donc avec un objectif précis, euh, c'est le premier step du leadership déjà. Parce Mhm. qu'en gros, c'est
c'est que tu vas dans une direction et tu essayes de fédérer les gens et de les amener à te suivre, à aller dans le sens où tu veux les amener et pour que tu puisses justement mieux partager ce que tu as partagé en fait. C'est ça le leadership déjà de base. Donc le leadership, c'est déjà avec effectivement, comme tu disais, les gens avec qui tu vas collaborer directement, mais c'est aussi avec ta cible, donc tes clients ou les gens qui peuvent être intéressés par tes services. Donc voilà. Et donc, euh, par rapport à ceux qui travaillent avec toi, il y a un besoin un besoin constant, qu'ils restent motivés, qu'ils gardent l'envie d'être avec toi, de te faire confiance, voilà. Ça demande ça et de rester, d'avoir une certaine affinité en fait, qui est très importante justement pour mieux avancer ensemble. Et voilà, c'est déjà là, c'est aussi valable avec la clientèle que tu vas avoir de rester dans leur esprit à travers le contenu que tu partages, la qualité du contenu que tu partages. Voilà, partout, à tous ces niveaux, le leadership, il intervient en fait. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Et du coup, quand toi tu lances, quand on est au début dans la création d'un concept, justement, c'est plus difficile puisqu'on on n'est pas encore connu, on n'est pas encore dans les esprits des gens, il y a encore beaucoup de choses à prouver. Euh, comment, en tout cas, quels sont déjà les challenges que toi tu as rencontrés justement dans le but de maintenir les gens qui collaborent avec toi de façon motivée, de faire en sorte qu'ils te fassent confiance parce que c'est pas acquis ça. C'est pas, c'est pas comme si, C'est vrai. Bon, si je prends le cas de ma partenaire, par exemple, c'est que nous, on s'est rencontrés, on a dansé pendant quasiment une année, on s'est rencontrés plusieurs fois, donc on aimait danser ensemble en fait. Donc elle connaît, là, disons que elle accepte de devenir ma partenaire sur la base de ce qu'elle a expérimenté elle-même avec moi en fait. C'est-à-dire, voilà, elle appréciait bien euh, comment on dansait, comment je dansais, etc. Donc oui, c'est déjà sur la base de cette appréciation-là que elle s'est dit oui, elle n'a même pas réfléchi quand je lui ai fait la proposition en fait. Pareil pour les autres personnes avec qui enfin on est quatre. Il y a deux filles et deux garçons. L'autre fille, lui, c'était toujours du fait que voilà, on a dansé, donc elle me connaît, elle apprécie justement ce que je fais, elle sait ce que je fais à peu près. Et le quatrième, voilà, c'est un de nos élèves qui a eu des cours avec nous, donc il sait ce qu'on partage, etc. Donc il y a la première chose pour que les gens adhèrent à ton idée, c'est la confiance. Euh, il faut qu'ils aient confiance en ce que tu fais. Et pour qu'ils aient confiance, il faut qu'ils apprécient ce que tu fais. Et donc voilà, et ils apprécieront ce que tu fais selon la qualité qu'ils retrouvent dedans. Donc voilà, d'accord, c'est tout à fait. c'est la première chose qui fait que voilà, les gens déjà ils adhèrent à ce que tu fais. Maintenant, une fois cette étape-là, après maintenant tu as le public, tu as tu as le public parmi eux il y en a connaissent qui te connaissent peut-être, mais la majorité ne te connaissent pas forcément. Donc c'est maintenant à toi d'amener cette deuxième, cela en fait à suivre, à suivre ton idée
Et là, du coup, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a un filtre qui va se faire rapidement. Il y a déjà des gens qui vont se dire qui es-tu pour prétendre venir peut-être nous enseigner ou quoi que ce soit. Tu en as d'autres qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Ils vont pas croire du tout à ce que tu dis pour différentes raisons. Ça c'est peut-être par rapport à leur connaissance déjà, leur expérience, et ainsi de suite, pour plein de raisons. Après, justement, maintenant, tu as quand même des gens qui sont déjà un petit peu initiés dans ce que tu fais, ils sont déjà un petit peu en alerte, tout de suite ça va leur parler et ces gens-là, ça sera les, les premières personnes à te suivre en fait. Voilà. Mhm. Donc après, tu as des gens aussi, bon, ils vont te suivre juste parce qu'ils t'apprécient comme personne. Limite, ils savent même pas, ils comprennent pas trop ce que tu partages, mais parce qu'ils t'apprécient en tant que personne, ils sont prêts à te suivre. Mhm. Ok, donc en fait, je note qu'il faut déjà à la base, il faut que les gens te fassent confiance, en tout cas ton cercle proche, ton équipe. Il faut te C'est faire ça, confiance, ils doivent t'apprécier, ils doivent apprécier ce que tu fais, la c'est direction que tu vas ça. aller. Ça suppose qu'ils connaissent déjà bien ta vision et puis bon, là, ça va. Mais après, il faudra aussi que le public adhère et bien sûr, dans le public, il y a un filtre, mais en tout cas, il y a quand même un socle de connaisseurs ou de personnes déjà avertis qui vont adhérer à soit ta personne, soit en tout cas ce que tu proposes. C'est ça. Euh, dans ce cheminement-là, je reviens encore dans les difficultés. Ça, c'est quand tout se passe bien. Euh, Comment tu maintiens la motivation? Parce que tout ça, on parle, c'est des choses sur des mois, sur des années peut-être même. Donc, comment tu maintiens, par exemple, le doute quand il y a des doutes qui apparaissent du côté de l'équipe et que du coup, les gens ne sont plus forcément engagés puisque ça se voit. Avant même de parler du public, parce que le public, c'est encore pire, tu les contrôles même pas, mais déjà, en tout cas, toi, déjà, ton minimum, c'est déjà de commencer même déjà par maintenir ceux qui sont un peu proches de toi, ton équipe, tu as de tes clients, justement. Une fois le cas où tu les as déjà inspirés, ils ont confiance en toi, c'est pas pour autant que c'est acquis et que voilà, ils peuvent avoir... Comment tu fais, en fait? Bah, euh, ce que moi j'ai trouvé qui était essentiel, c'est il faut, ok, comme j'ai dit, il faut que les gens ils aient confiance en à ce que tu proposes, etc. Par contre, maintenant, il faut trouver le but, c'est que toi, quand tu as un projet, tu es porteur de projet, on va dire, ça peut être, en tout cas moi dans mon cas, je l'estime, ça va être toi ta mission de vie en fait. Sauf que ta mission de vie, c'est pas celle des autres. Ça, il faut, c'est pas forcément celle des autres. Ça, il faut déjà le comprendre. Donc, tu as pour projet de partager ton expérience dans la danse, d'aider les gens, etc. C'est ta mission de vie. Maintenant, les gens qui sont juste, qui vont venir travailler avec toi, c'est des gens qui croient en ce que tu fais, etc., etc. Mais pour qu'ils restent, pour maintenir justement cette collaboration-là, il faut qu'ils trouvent leur intérêt, en fait, leurs propres intérêts. Il faut que tu identifies, que tu te poses la question, qu'est-ce qui peut rendre cette personne, par exemple, contente d'être dans ce projet? Qu'est-ce qui peut justement intéresser cette personne? Qu'est-ce que cette personne aime? Quelles sont les choses qui peuvent réellement lui plaire? Et pour ça, si c'est pas des choses que tu vas voir de façon évidente, il va falloir que tu analyses la personne assez rapidement, en fait, peut-être à travers des questions ou en observant, etc. Mais il faut trouver les choses qui, eux, peuvent les intéresser. Un exemple tout simple, par exemple, en rajoutant un de nos élèves, bah, le,
dans notre équipe, en fait, c'était voilà, en fonction par rapport à ce qu'il va, les actions qu'il va amener pour aider notre projet. Par exemple, lui donner des cours gratuitement, en échange. Je vais pas dire gratuitement, mais en échange en fait du support qu'il peut nous donner. Donc lui, à travers ça, forcément, il se sent qu'il va évoluer et justement, c'est un outil de motivation pour lui du coup. C'est un exemple, Ok. Oui, c'est un donc, exemple en concret. gros, mhm. En gros, en quoi est-ce que la personne va grandir à travers ton projet? Il faut que la C'est personne ça, sache comment elle va grandir. c'est Mhm. ça. Il faut que tu trouves ça, tu dois trouver ça bah, chez chacun de tes collaborateurs directs en fait. Mhm. Après, si ça se trouve, tu peux en avoir un. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. C'est peut-être de l'argent, hein. Donc du coup, voilà, Ouais, tu dois ouais. trouver une façon de faire pour justement gérer ça. Voilà. Oui, ça me parle. Ça me parle parce que j'ai déjà eu un peu un cas similaire. Et en fait, je me posais toujours la question, en fait, je me disais, même si le projet doit échouer, il faudrait que chaque personne dans l'équipe soit bénéfique. En gros, que les gens, c'était pour amener les gens à ne pas avoir le regard sur la reçue du projet comme récompense, mais à trouver la récompense dès le moment où ils mettent le pied dans l'entreprise et qu'ils en soient convaincus. Et du coup, j'avais par exemple des gens qui se disaient, en entreprise, je n'ai pas l'occasion de travailler sur certains projets d'envergure parce que bon, c'est assez compartimenté. Là, j'ai pour la première fois la chance d'avoir le projet dans toute son envergure, dans toute sa complexité. Donc, dès le premier jour, il met le pied dans le projet, il a déjà plus de liberté, par exemple. Il peut tester des choses qu'il n'a pas eu. Et du coup, il gagne dès l'instant où il met le pied. J'avais d'autres, c'est parce que, par exemple, dans l'entreprise, ils sont pas forcément. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui sont pas utilisés dans le cadre de leur travail. Mhm. Il y a des gens qui sont par exemple des architectes, des créatifs, mais c'est pas mobilisé. Et pareil, le simple fait de mettre dans le pied la responsabilité qu'il a fait, qu'il peut exercer. Donc, il y a des gens même qui veulent simplement découvrir un nouveau cadre où il y a des jeunes qui veulent faire des choses. Donc, j'avais toujours cette question-là à chaque fois de, OK, même si le projet doit échouer, qu'est-ce que la personne gagne dans le premier jour? Et ça fait que la motivation, bon, ça participait déjà au moins, je vais dire pour moi, 40% du facteur motivation. Maintenant, les autres critères comme l'argent, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever ça et tout, mais ça fait que ça repousse au moins le moment où les doutes commencent à vouloir exploser, où il commence à avoir trop de friction. C'est Donc, ça. c'est bien dessus. Ok, ok. Euh, ok, du coup, je vois un peu bien comment tu maintiens la motivation. Bon, même pas comment le projet maintient la motivation de tes collaborateurs. Je sais qu'on a pas mal échangé là-dessus. Du coup, je sais aussi qu'il y a des difficultés qui sont toujours là malgré cela. Euh, Par exemple, il y a des gens qui, à un moment donné, j'imagine, bon, manquent peut-être d'engagement ou bien ne sont peu présents, on va dire ça comme ça, en dehors de ce que tu les attends. Il y a aussi peut-être des moments où, en tant que leader même, tu peux te sentir seul parce que forcément, quand on dit équipe, bon, dans ce qu'on a comme vision, on se dit que l'équipe, ça veut dire répartir le travail et donc, quelque part, être quand même aussi soulagé de certaines choses. Mais dans la pratique, c'est pas forcément ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, bon, dans la limite de ce qui est possible? Euh, En dire plus sur quoi précisément? Sur les facteurs, un, les moments où, par exemple, les gens ne sont plus engagés par rapport à ce que tu attendrais d'eux. Et deux, les moments où, par exemple, tu te sens, c'est un peu comme une injustice parce que tu as l'impression, en tout cas, que le travail n'est pas réparti et que finalement, ça revient tout sur toi. Donc, c'est une forme de solitude du leader qui fait qu'on a une équipe, mais en fait, dans la pratique, on n'a pas cette impression d'être en équipe parfois. On a plus par moment l'impression que le travail que les autres devraient faire, finalement, c'est nous qui le faisons. Et même quand on essaie de faire le minimum, le maximum pour que ce soit clair dans la délégation, dans le support, ça nous revient toujours d'une certaine façon. On va dire ça comme ça. Donc,
de, parler peut-être de mon vécu Oui, dans oui, ces moments-là, tu veux dire? oui, oui, oui. Comment tu Bah, gères ces situations-là? bah, au début, j'ai dit une phrase ici que voilà, j'ai compris ça avec le temps. Je l'ai pas compris depuis longtemps. C'est que oui, euh, par moment, voilà, tu peux être frustré. Ça, c'était plus au début quand. Aujourd'hui, je gère différemment les choses. Enfin, je le ressens aussi différemment. Au début, voilà, quand tu travailles avec les autres et que tu vois que bon, tu vas euh, mener plus d'efforts que les autres, etc., ça peut être frustrant. Et par moment aussi, effectivement, tu vas avoir ces moments de solitude, en fait, où tu te sens seul. Tu es euh, entouré, mais voilà, tu peux te sentir seul, etc. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, en fait. Euh, Moi, j'ai mieux compris les choses quand j'ai réalisé que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma mission de vie, c'est pas celle des autres. Donc, tu es porteur de projet, tu as ton projet, c'est ta mission de vie, c'est pas forcément celle des gens avec qui tu vas travailler. Ces personnes-là, elles sont juste là pour t'aider, pour te donner un coup de pouce, pour un coup de main, etc. D'une certaine façon. Donc, quand tu comprends ça, tu le gères différemment. Tu le prends différemment quand tu sens qu'il y a une baisse de motivation chez les autres. Tu vas les approcher différemment en fait. Voilà. Et ce sont des moments que j'ai vécu plus d'une fois, plusieurs fois, mais voilà, c'est toujours à travers la façon que tu vas quand tu vas leur parler. Voilà, il faut pas s'énerver parce que enfin il faut pas parler avec enfin après moi je sais pas comment les autres y font, mais le but c'est que voilà tu vas pas gronder la personne ou mal lui parler parce que non, mais voilà tu vas parler euh, de façon simple mais claire et justement pour remotiver la personne en fait et lui pousser la personne à faire une action. Par exemple, voilà, j'ai souvent beaucoup évité ce genre de choses, ce genre de situation en encourageant aussi quand les choses sont faites dans le sens que l'on veut tous. Faut pas hésiter à chaque fois motiver encourager les gens chaque fois qu'ils mènent une action positive. Ça leur donne aussi plus d'envie pour la prochaine fois. Voilà. Et maintenant, quand tu sens qu'il y a vraiment une déconnexion entre toi et les gens avec qui tu travailles, bah voilà, une simple réunion, par exemple, de discussion, ça vous permet de vous reconnecter en fait. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai souvent géré ça. Mais avec le mindset que c'est ma mission de vie, c'est pas forcément celle des autres. Mhm. Et donc du coup, ça permet de relâcher un petit peu la pression qu'on peut vouloir mettre aux autres. Du coup, tu as moins d'attentes vis-à-vis d'eux, donc tu es moins susceptible de te mettre en colère ou d'être déçu, entre guillemets. Ok. C'est pas que tu as moins d'attentes, mais tu vas ton ressenti, tu le gères différemment. Tu dilues un petit peu, voilà, comme je dis, la pression que tu peux vouloir mettre aux autres. Mhm. Tu auras toujours des attentes vis-à-vis d'eux parce que ces personnes-là sont là pour t'aider en fait. Mhm. Mais c'est juste comment est-ce que tu ressens, tu gères tes émotions quand ils ne font pas exactement les choses comme toi tu veux. Mhm. 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 Et, ok, et comme, ok, je vois. Du coup, tu encourages beaucoup, tu prends du recul quand tu veux aborder
des Il y a un discussions qui sont… commentaire, on parle souvent du leader agile en faisant preuve d'écoute et de dialogue. Et exactement. Euh, Ça, c'est justement quand, dans les discussions, quand en fait, il faut plus anticiper que se retrouver dans les situations où ton équipe elle est déconnectée, démotivée, etc. Donc oui, je travaille beaucoup dans ce sens-là aussi, en discutant, en échangeant. Voilà. Il faut avoir, en fait, il faut avoir tous les éléments, récolter un max des éléments sur tes collaborateurs, bien les connaître pour justement mieux anticiper au max en fait. Voilà. Ça demande quand même, là on rentre dans, là on ne le dit pas forcément, mais parce que déjà on voit que se connaître soi-même c'est déjà difficile. Apprendre à lire l'autre assez rapidement, c'est encore une autre compétence, on va dire ça comme ça. Et tout ça, ça fait partie du leadership. Mais oui, bah, c'est pour ça que il faut être à l'écoute. Il faut écouter en fait. Écouter, observer, voilà. Et tout de suite, quand quand tu sens que il y a une déconnexion ou il y a quelque chose qui va pas dans le sens, par moment, le message, c'est pas forcément la meilleure chose parce que ça peut être interprété différemment. Voilà, tu sollicites un appel, par exemple, avec la personne pour lui dire, bon, il y a eu ça, il y a eu ça, voilà, est-ce que tu pourrais plutôt faire comme ça, etc. De façon orale, c'est beaucoup mieux et ça évite de créer des situations où, parce que vous n'avez pas bien communiqué clairement à tel moment, bah, il y a eu une déconnexion en fait entre vous plus tard. En fait, il faut simplement, quand tu sens la déconnexion, il ne faut pas hésiter à communiquer en fait. Oui. Voilà. Oui, je sais qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas tarder. C'est que par moment, il y a ces moments-là où tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu peux être tenté de banaliser. Ou Jamais, bien, faut jamais faire ça justement. C'est justement, justement ce que tu vas banaliser là oui, qui va voilà, vous. Mais après, c'est trop tard. oui, parce que ça va s'empirer et tout. Parce que Et puis, même si quelqu'un va te dire ouais, c'est pas grave ou quoi que ce soit, non, t'inquiète pas, non, c'est pas vrai. On est, non, mais c'est vrai, on est tous humains, on est tous sensibles, voilà. Et donc, c'est juste que on ne réagit pas de la même façon. Donc, c'est pas que quand la personne va dire ça que ça veut dire que ça ne lui a que ça ne l'a pas dérangé, etc. Non, t'inquiète pas, non, c'est pas vrai. Allez, on ouvre le dossier, on en parle et de façon calme, posée, et après ça permet d'avancer. C'est quand tu fais ça, en fait, c'est comme bah tu peux t'imaginer euh, par exemple, en train d'avancer dans une direction et tu tiens les gens avec qui tu travailles, vous vous tenez main dans la main. Donc, si à un moment, il y a quelqu'un qui lâche ton bras, par exemple, pour faire quelque chose à côté, si toi, tu continues d'avancer et tu dis, ah ouais, non, mais ça va, la personne est en train de, non, ça risque d'être trop tard parce qu'à un moment, tu vas te retrouver à une distance beaucoup plus longue et ça sera difficile que la personne que vous recroisez en fait. Donc oui, voilà. mhm. L'objectif, Donc c'est il faut pas d'évoluer négliger ensemble. en fait. Mhm, Faut pas négliger les petites choses qui peuvent parfois vous déconnecter en fait. mhm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu as dit un truc important, là, tu parlais d'ouvrir une réunion, de convoquer une réunion pour Un parler de, voilà, de quelque chose qui un va. appel tout simple avec la personne en direct. Euh, Voilà, il y a des manières aussi. C'est si vous êtes dans un groupe, évitez de critiquer les gens dans le même groupe de conversation. Moi, par exemple, si j'ai un reproche ou enfin à te faire ou quelque chose que tu as fait et que voilà que je n'apprécie pas,
voilà, je vais le faire en privé avec toi, en fait, tout simplement. Mhm. Et Mhm. non, jamais je le fais publiquement. Jamais. Jamais. Mhm. Mhm. Ok. Comment tu fais quand les gens ne veulent pas parler? Parce que je sais que plusieurs fois, par exemple, j'ai eu ce cas où je sentais une vague de démotivation dans l'air. Je pouvais même soupçonner des choses, mais comme on dit, c'est pas parce que tu soupçonnes que c'est vrai et forcément, c'est pas forcément les mots. Et quelque part, je voulais au moins que les gens parlent, mais par moments, les gens sont réticents parce que peut-être ils veulent pas blesser. Par moments aussi, ils te disent que c'est ton projet. Donc, il faut, voilà. En gros, ils ont quelque chose, mais ils veulent pas s'exprimer, en fait. Ils s'expriment pas, peut-être parce qu'ils sont timides. Comment est-ce que toi tu gères ça? Parce que tu as dit tout à l'heure de faire des appels, mais est-ce que c'est tout le monde qui finalement, dit les choses? C'est ce que je veux dire. Bon, ok, je comprends. Le fait est que je suppose que tu poses cette question parce que ça t'est peut-être arrivé dans le cas où tu as quand même essayé de parler à la personne, mais tu as vu que la personne n'était pas ouverte au dialogue, c'est ça? Il y a eu les deux cas. Il y a eu le cas où j'ai essayé de parler à la personne, mais j'ai vu que ça ne suffisait pas parce que au-delà de la personne, je voyais une forme de marasme global. C'est-à-dire que dans ma démarche, j'ai toujours un peu un one-to-one d'abord pour essayer de sonder. Et ensuite, quand je vois que ça ne suffit pas, là, je me dis, là, c'est peut-être mieux que je fasse un truc groupé et je laisse les gens s'exprimer. Généralement, peut-être, je vais commencer par parler. Et ça, je le fais peut-être, généralement, quand on a la fin d'un cycle. Quand je veux peut-être que les gens, une forme de bilan où les gens me disent s'ils Mhm. n'ont pas été d'accord avec peut-être une vision, c'est par moment, vous n'êtes pas d'accord, mais vous prenez une vision et ça peut, rien que ça, déjà, ça peut générer des frustrations parce que des gens peut-être ne se sont pas sentis écoutés. Donc, je vous j'aimerais même que quand on arrive à la fin d'un bilan, que les gens aient le courage ou en tout cas que les frustrations qu'ils ont par rapport à ça soient mises sur la table. Donc, comme je disais, généralement, je procède en deux étapes. Je one-to-one et ensuite global, mais la difficulté que j'avais, c'était ça. Les gens ne parlent pas forcément parce qu'ils sont one-to-one. Par moment, ils sont plus à même de parler à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à un autre membre de l'équipe, que à toi. Oui, bon, euh, ça, ça dépend de la qualité de relation que tu as instaurée justement avec ces personnes-là. Mhm, Euh, Quand je parlais d'affinité tout à l'heure, tu as besoin d'avoir une certaine affinité avec les gens avec qui tu travailles. Tu as besoin d'avoir une certaine proximité avec ces personnes-là euh, pour qu'il y ait un minimum de choses que vous puissiez vous échanger. Maintenant, il est clair que chacun a son tempérament. mhm, Donc, il y a des gens qui, peu importe ce que tu fais, ils peuvent ne pas tout te dire volontairement parce que voilà, voilà, pour différentes raisons, ils le font pas, c'est leur tempérament, leur façon de faire, etc., etc. Face à des gens qui sont pas ouverts au dialogue, bah tu peux rien en fait. Tu peux rien et tu peux pas forcer non plus. C'est à avoir quelque chose d'eux et c'est là que tu dois lâcher prise justement. Parce que toi, à partir du moment où dans la même situation que toi, je me dirais tout simplement, à partir du moment où j'ai essayé de parler à la personne, j'ai sollicité, j'ai posé des questions, mais que la personne peut-être ne m'a pas apporté les réponses qu'il fallait ou ne s'est pas ouverte, bah moi je vais lâcher prise parce que j'ai donné le meilleur de moi-même en fait. Donc une fois que j'ai donné le meilleur de moi-même, je ne me fais plus du tout aucun souci. mhm. Après avoir donné le meilleur de toi-même, qu'est-ce que tu veux donner d'autre? Tu peux rien d'autre.
Mhm. Donc, Oui, tu es en paix. oui, En paix. voilà. Donc, une fois que moi j'ai fait le nécessaire, je ne me fais plus de soucis. C'est fini. Mhm. Donc, ça Ok. veut dire que concrètement, si un autre jour tu as envie de me parler, de venir me dire quelque chose, ok, très bien. Mais si tu le fais pas, il n'y a aucun souci. Mhm. Ok. Je Voilà. retiens le mot lâcher prise. Ok. Oui, c'est moi quand tu fais ta part, tu sais, c'est fini. Euh, oui, alors, elle dit peut-être trouver la méthode d'expression de la personne écrit et non orale peut-être. Alors, c'est une bonne chose. Tu peux le faire quand c'est par moment, ça peut être possible. Ça dépend aussi de l'importance de la personne dans ton projet, du temps que tu as à donner et de l'énergie que tu as donné pour justement démystifier toutes ces choses-là et vraiment t'attarder dessus. Mais par moment, tu peux tout simplement pas parce que voilà, tu as déjà beaucoup de choses à faire, à gérer, tu ne t'en sors pas. Euh, voilà, tu vas pas être non plus le psychologue de la personne non plus. Donc il y a un peu il y a une limite, il y a une limite à un petit peu à cette façon de faire. Moi, je dirais tout simplement, voilà, il y a quand tu essayes de façon très simple, si ça marche pas, ne force pas, voilà. Si parce que normalement, le temps que tu as passé à collaborer avec la personne, tu es censé déjà quand même connaître un certain nombre de choses d'elle. Comment elle réagit, ça c'est un petit peu ta responsabilité en fait, de chercher à savoir justement le langage d'expression de la personne. On est d'accord, mais il y a une limite. Voilà. Quand tu as D'accord. essayé quand même ça et que la personne ne s'ouvre pas, voilà. Mhm. Oui. J'aimerais aussi préciser un autre aspect, c'est que ce que j'ai constaté, en tout cas de mon côté, c'est que tu n'es pas forcément complet quand tu te lances dans un projet comme celui-là. Tu as ton projet, tu te dis que c'est la tête dedans. En fait, clairement, j'étais pas prêt. J'étais pas développé suffisamment mature sur certains trucs. Donc, face à certaines situations, tu as parlé par exemple tout à l'heure de la relation que tu avais avec la personne. Euh, je n'avais pas encore à cette époque-là peut-être une certaine maîtrise de mes émotions. Je vais prendre un exemple pratique. Je n'avais pas encore un certain recul sur le fait que dans ton équipe, il y a des gens qui ont des affinités avec toi parce que bon, ils pensent déjà un peu comme toi, mais il y a aussi des gens qui pensent à l'opposé, même si ça fait c'est bénéfique. Mais par contre, ça peut aussi créer plein de frictions Bien sûr, si on les gère mal. bien sûr. Donc de savoir que tu vas avoir plein de frictions avec quelqu'un tout le temps, ça fait que par moment, tu es dans un mindset où, en fait, avant de discuter avec la personne, tu te dis, ah, encore celui-là. Donc, en fait, en tant que leader, tu as ce côté, du coup, de maintenir la relation avec la personne et, du coup, de devoir faire abstraction de beaucoup de choses, d'être un peu neutre, on va dire ça comme ça, sans avoir de. Et c'est pas facile parce que ça demande toi-même, ça demande toi-même déjà une capacité de lâcher prise que moi, j'avais pas en tout cas à cette époque. Donc, je voulais mettre ce point-là pour qu'on se rende bien compte que les trucs dont on parle là, oui, c'est bien, on peut les noter comme sur le papier, mais pour que ce soit applicable, la personne elle-même qui est porteuse de projet doit déjà avoir une certaine maturité. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est Donc, ça. Et mais bon. surtout, le, la relation que tu as avec tes collaborateurs, en fait. Maintenant, bon, moi, dans ton cas, euh, je ne, je ne pense pas, c'est mon avis personnel, je ne pense pas qu'il soit bon dans une équipe. Tu es porteur de projet et dans une équipe, tu as quelqu'un avec qui tu as une vision divergente. Je pense pas que ce soit une bonne chose parce que voilà, c'est pas que ok, l'utilité de ce genre de choses parce que c'est que tu auras quelqu'un qui va t'amener à te remettre en question continuellement
Mais pour moi, ça va être un gros frein en fait pour l'avancement de ce que tu vas faire. Il y a d'autres solutions pour se remettre en question ce qu'on fait, plutôt que d'avoir déjà dans son équipe proche quelqu'un avec qui on n'a pas la même vision. Ça Mm. marche pas, ça. En tout cas, de Bon, ma oui, voilà. oui. En tout cas, j'ai pas donné plus de détails. La difficulté, en fait, dans le projet où on était, c'est que on peut être d'accord sur la ligne de conduite, mais en chemin, on rencontre beaucoup de points de divergence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir tout de suite, en tout cas que moi, je C'est n'avais vrai pas vu. aussi. C'est Genre, vrai par aussi. exemple, la personne est motivée, tout, oui, oui. Sauf que dans les aspects pratiques, je vais être concret, par exemple, la vision entrepreneuriale demande n'est pas la vision salariale, pour faire simple. Donc, il y a des choses dans la vision entrepreneuriale, il y a un certain mindset qu'il faut avoir de test, d'être capable, par exemple, de faire des erreurs, d'être capable d'aller au contact de l'extérieur alors que forcément, il ne se sent pas prêt. C'est pas ça qu'on fait en entreprise. Quand tu es salarié, tu balises tout, tu gères un endroit, c'est fini, il y a donc, en fait, les états d'esprit sont pas différents. Et rien que cette divergence d'état d'esprit peut créer des frictions parce que certains vont peut-être penser qu'on va trop vite, qu'on devrait être. Alors que peut-être on va vite justement pour voir si on est dans la bonne direction ou bien si on est en train de se garer. Donc, c'est plus de ce genre d'état d'esprit-là. D'accord. Euh, et du coup, je veux même pas trop rentrer dans le détail. Il y a d'autres choses à côté, mais tu découvres sur le terrain. Pour faire simple, tu découvres sur le terrain, en chemin. Ça peut être après un an de travail, après un an et demi. Ben, c'est pas. Oui, Donc là, tu dois faire avec. c'est comme dans toute relation, en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, soit tu dois faire avec, et je vais m'aller plus loin. Contractuellement parlant, la personne fait partie de ton équipe. Donc, c'est même pas une histoire de. Il te suffit de te lever un bon matin et dire que non. Donc, tu dois faire avec. Tu as bien dit, c'est un peu comme dans une relation de couple. À un moment donné, vous êtes à deux, et puis voilà. Et ça, en tout cas, moi, ça m'avait challengé, ça m'avait aidé en tout cas à me surpasser. C'était ça que j'avais, c'était ça le truc. C'était pas l'autre problème. J'avais compris que dans la façon de gérer tous les conflits, parce que commencer par accepter ma responsabilité était la première étape, tout le temps. C'est-à-dire que euh, chaque fois que quelque chose apparaît, au lieu de dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, le PL de motiver, oui, ça c'est un fait, mais quand je suis responsable, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et je me suis tout rendu compte que cette approche-là me permettait en tout cas de percevoir le problème avec beaucoup moins de frustration déjà, moins de douleur à gérer, et avec une approche beaucoup plus empathique, plus humble aussi, et moins colérique. Ok. Donc voilà, c'était plus dans ce cadre-là. Euh, je voulais aborder un autre point, toujours sur le leadership, là plutôt relatif à, je vais dire peut-être à l'extérieur, parce que quand tu parles de si tu as mentionné l'équipe, tu as mentionné le public. Là, on a beaucoup parlé de l'équipe et tout. Quels ont été les moments, on va dire, assez difficiles vis-à-vis du public? Parce que, est-ce que tu as eu des moments, voilà, difficiles émotionnellement quand tu es allé à la rencontre du public? Alors, dans le public, tu as de tout, en fait. Tu as, tu as des gens euh, qui ne t'apprécient pas, déjà en tant que personne. Tu as des gens qui n'apprécient pas ton projet parce que pour eux, ça n'a pas de sens, parce que voilà, ils partagent pas du tout ce que tu proposes. Et puis, voilà, tu auras toujours justement les gens à qui ça parle, qui t'apprécient, tout ça, l'opposé. Euh, Maintenant, oui, par rapport aux gens qui ne t'apprécient pas, bon, ils vont t'attaquer, hein. Ils vont t'attaquer, c'est-à-dire ils vont venir vers toi, te porter certains messages, des propos difficiles, durs en fait. C'est pas dans le sens, c'est tout simplement dans le sens parce qu'ils t'apprécient pas comme personne. Donc ils vont chercher à te dire des choses, ils vont te dire des choses dures, en fait. Voilà, sur ta personne, pas, c'est rien à voir avec ton projet forcément. Euh, Après, voilà.
as des gens qui sont très critiques vis-à-vis de ce que tu proposes. Donc, ils vont, parce que peut-être ils n'ont pas très bien compris ce que tu proposes, ou parce que tout simplement, ils partagent un avis qui est totalement différent pour X ou Y raison. Donc, tu as affaire à tout ce monde-là, en fait. Et le plus dur, justement, c'est il y a ça. Il y a aussi le fait que quand tu es porteur de projet, c'est une chose d'avoir quelque chose qui a euh, de la valeur à partager, que tu sais que ça peut aider les gens, mais il y a aussi une chose, c'est que toi-même, il y a quelque chose qui est nouveau pour toi. Ce qui est nouveau pour toi, c'est justement le fait de devoir partager quelque chose, de développer les capacités, les qualités pour mieux partager ce que tu as partagé en fait. Donc, et ça, vis-à-vis de ça, tu as de l'expérience à te faire. Bon, ça, c'est pas facile. Ça va venir quand, par exemple, moi, je donne cours. Voilà. Donc, oui. Après, à la fin d'un cours, il y a des gens qui vont te faire des remarques et tu te rends compte réellement que oui, c'est un aspect que tu as amélioré, etc. Et voilà. Par moment, ça fait mal parce que tu as envie tellement de bien faire les choses. Et parfois, c'est un détail voilà, mais qui est important, sur lequel il est important de s'améliorer, etc. Donc, donc voilà, il y a tout ça, en fait. C'est ça qui fait vraiment le challenge de l'entrepreneur. C'est, euh, face à toi, tu as des gens qui vont ne pas comprendre ton idée, qui vont être critiques envers ce que tu peux vouloir partager pour X ou Y raison. Et tu as aussi les gens tout simplement qui, toi, en fait, la personne même, ils ne t'apprécient pas. Et en troisième lieu, tu as aussi cette expérience à te faire pour mieux partager ce que tu as à partager en fait. Donc le challenge, il est très élevé en fait quand on entreprend. Voilà. Ok. Ouais, finalement, il y a une histoire d'adaptation et ça revient à le mot encore écoute que tu avais mentionné au début là, parce que tout ça c'est de l'écoute. Écouter ceux qui te disent des choses pour te blesser entre guillemets et écouter ceux qui te disent des choses vraiment pour améliorer, écouter ceux qui te disent des choses et du coup en prendre compte pour t'améliorer, pour toi-même voir ce qui a amélioré indépendamment des autres. Et tout ça en même temps. C'est pas comme s'il y C'est avait une ça. pause et que tu Voilà. Et c'est juste, c'est ça le challenge quand tu entreprends parce que autant tu es, voilà, tu as besoin de t'améliorer sur ta capacité à bien partager et à mieux partager ce pourquoi tu es là. Mais voilà, à côté, tu as tout cet arsenal de personnes qui sont contre ton idée, contre toi. Et voilà, donc forcément, quand tu te rates, tu te loupes sur un point, bah ça va forcément, tu le ressens douloureusement parce que ça fait trop de choses en un coup en fait sur toi. C'est ça la Ok. difficulté quand quand Et, on entreprend justement. et dans ces moments-là, puisqu'ils arrivent plusieurs fois, quand tu les ressens, le désillusionnement, la frustration, tout que ça arrive, comment tu fais pour te remettre sur le tatami? Est-ce que toi, en tant que... Parce que ça fait aussi partie du leadership, ça, parce que finalement, à recevoir des coups, il y en aura toujours. C'est pas comme si ça va arrêter. Mais toi, tu motives les autres. Toi, comment tu fais pour te motiver et revenir sur... Bah, c'est une bonne question parce que je dirais que fondamentalement la chose qui te maintient vraiment à continuer d'avancer, etc. C'est en fait c'est là que la vie va challenger ta motivation en fait et ta motivation de porter ce projet.
Donc, c'est pour dire que si à la base, tu as juste voulu commencer tu as créé ton concept juste pour des raisons superficielles, bah, tu tiendras pas. Parce que dès que tu vis une situation comme ça, bah, tu es out. Donc, il faut vraiment que ce soit un projet qui te parle, qui soit euh, vraiment ancré en toi, déjà. Et comme j'ai dit, si c'est ta mission de vie, c'est plus simple. Plus simple dans le sens que c'est là que c'est cette force-là qui va te maintenir. Parce que c'est quelque chose que tu ressens, ça coule dans toi, tu sais que c'est ton sujet, tu sais que ce que tu as apporté aux gens, peu importe ce que les coups que tu te prends. Donc, c'est déjà cette certitude-là et cette conviction-là qui te maintient en vie, premièrement. Donc, et deuxièmement, c'est bon, en tout cas, moi, c'est ma source en fait. Donc, même quand j'ai eu des moments de doute, etc., ou même quand j'ai des moments de doute, c'est plus facile pour moi de rebondir parce que pour moi, c'est voilà, c'est mon sujet, je connais ça. Pour moi, je connais ce sujet-là mieux que personne. Voilà. Donc, Mhm. c'est ça qui fait que c'est ça qui me maintient. Donc maintenant, après personnellement, voilà, je vais émotionnellement pour me remonter le moral, je vais faire des choses qui me mettent de bonne humeur et voilà, et c'est reparti. Hein. Après, voilà, tu remotives tes troupes Clairement, et ouais, tu il y a un peu avances. une forme Mais de cuisine et personnelle c'est là. pour dire que si ton projet il est basé sur si tu as créé un projet, mis en place un projet parce que tu voulais copier, imiter quelqu'un, tout de suite ça va s'arrêter là en fait. Oui, tu l'as bien dit. En fait, la réalité, le moment où tu sais si tu as un projet, c'est pas quand tu commences. C'est quand tu subis les premiers éléments qui te découragent. C'est là que tu Mm, connais vraiment en fait, la motivation, je dirais même pas forcément. Il y a des moments où tu n'as pas la motivation, mais tu dois continuer. Parce que quand on dit motivation, c'est comme si tu es toujours fire. Non, la motivation, c'est juste un peu comme une fusée, ça te propulse au début. Mais après, il faut bien que tu continues. c'est ça. Donc, j'aime bien le terme plutôt driver. Voilà, je sais pas comment on dit en français, mais c'est une forme d'engagement qui est telle que même quand tu n'es pas motivé, même quand tous les signes te poussent à ne pas continuer rationnellement, il y a une force qui te dit on est prêt à y aller en fait. Et ça, c'est pas au début, c'est pas parce que tu es enthousiaste, on va dire ah il est motivé là. Non, 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 on va le voir quand quand justement les événements difficiles vont arriver. Et c'est la C'est même chose ça. pour les membres de l'équipe. Les membres de l'équipe motivés, tu les vois quand justement il y a un challenge. C'est pas quand tout va bien. C'est facile quand tout va bien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, on va un peu accélérer du coup. Maintenant, c'est quoi la vision de mindfulness de ça du coup pour le futur? Puisque là, tu n'as pas émotion, mais qu'est-ce que mindfulness de ça entrevoit pour le futur de la Kizumba? Et voilà. Bon, en tout cas, l'idée c'est de continuer déjà à partager euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Cela, ça aide. Le projet de base, c'est d'aider les gens à mieux dans leur ressenti dans la danse, à avoir à vivre des expériences plus fortes émotionnellement, donc créer des connexions beaucoup plus fortes, parce que justement c'est ce que les gens quelque part ils recherchent en fait. Donc, et populariser cette approche beaucoup plus dans le monde de la danse et même hors de la danse. Voilà. Après, il y a un aspect aussi euh, que je vais dire quelque chose que moi j'ai développé à travers la danse que je n'ai pas encore mis en place, mais voilà, j'espère le faire dans les mois, les années qui viennent. C'est j'ai aussi trouvé et compris des façons, par exemple, de soulager des gens.
de les aider à une certaine forme de guérison mentale, émotionnelle et même physique. Mais j'y travaille encore sur certains détails parce que voilà, je voudrais que lorsque j'amène la chose en place, que je sois complètement, que j'ai traité en fait en amont tous les aspects, que j'ai anticipé sur tous les aspects possibles que j'aurais imaginé pour mieux faire face à ça, parce que ça sera encore un autre niveau. Oui, ça, Donc, ça m'intéresse même d'ailleurs. Vas-y. donc voilà. Moi, en tout cas, tout comme l'approche de danse, avant de partager quelque chose, ça veut dire que je l'ai testé 1 million de fois et j'ai vu comment ça marchait, ce qu'il fallait faire exactement pour que ça marche avec d'autres personnes. Moi, je suis un testeur en fait. Donc voilà, tant que je n'ai pas fini mes expérimentations, je partage pas. Je partage quand j'ai validé et que j'ai testé, j'ai vu que ça peut marcher avec d'autres personnes et pour voilà, c'est là que je partage en fait. Donc De fait, voilà. vas-y, je sais pas si tu avais déjà fini. Non, donc l'aspect de guérison, etc. Ça viendra lorsque j'aurai challengé d'autres petits points où j'ai encore besoin de m'améliorer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quasiment prêt. Mais voilà, j'aime être sûr de ce que je fais et de l'impact que ça peut avoir en fait. Voilà. Mhm, mhm. Ok. Euh, je vois. Ce que j'ai retenu, c'est que l'objectif essentiel de Mindfulness Douceur, c'est d'aider les gens à avoir de meilleures connexions humaines à travers la danse. Et que, voilà, après, d'essayer de populariser ce concept-là, cette façon de faire les choses. Mhm. Et plus tard, voilà, il y aura de nouveaux outils liés, spécifiques à l'apaisement, à la guérison, mais ils sont en cours de gestation, on va dire ça comme ça, C'est de ça, maturation. c'est ça, c'est Euh, ça. Voilà. euh, Là, tu as utilisé le bon mot, c'est en cours de maturation encore. voilà. Ça, c'est maintenant plus pour moi, engagement, et peut-être pour les gens qui écoutent. Pour moi, quand je vois la danse, la Kizumba, la question, elle aura deux volets. La première question, c'est toi, en tant que danseur, qu'est-ce que la danse t'a apporté qui t'aide dans le leadership? Parce que quand je vois danse, par exemple, je vois beaucoup ressentir, puisque moi, je l'ai plus ou moins expérimenté à un moment donné. Et quand je regarde avec le recul, sans le savoir, ça m'a quand même aidé en tout cas, je pense que je faisais partie de ces personnes un peu trop dans la logique. Donc, Mhm. mais voilà, la question c'est, toi, en quoi est-ce que la danse t'a aidé à être un meilleur leader? Là, je ne parle pas vraiment de trucs de leadership, je parle vraiment de la danse parce que la Kizumba, en plus, touché sur sur un concept de la douceur. Donc, euh, et, et ensuite, de façon générale, en quoi est-ce que si quelqu'un écoute là et que, comme tu as dit par rapport, en quoi est-ce que la danse peut l'aider à être avoir un meilleur bien-être. Tu as parlé des mots comme apaisement ou guérison. Bon, je vais Mhm. préciser le mot guérison, il faut faire le mot apaisement. Voilà. Donc, la question, elle est double. Toi, qu'est-ce que la danse, en quoi est-ce que la Kizumba t'a permis d'être un meilleur leader? Et deux, pour quelqu'un qui est lambda, en quoi est-ce que la danse pourrait l'aider à être beaucoup plus apaisé, beaucoup Ok. plus confiant? Voilà, des choses comme ça. Euh, bon, moi, il y a quelque chose qui vient tout de suite en tête pour répondre à ta question, c'est la sensibilité. Euh, j'ai développé une sensibilité, je sais même pas comment la décrire en fait, à travers justement ce concept mindfulness douceur, tout simplement parce que euh, je ressens mieux les émotions des gens en fait, tout simplement voilà. Et ça c'est déjà tout. Pourquoi? Parce que dans notre communication avec les autres, dans nos échanges avec les autres, euh, pour mieux euh, pour mieux échanger avec les autres, les orienter, etc., leur montrer ce qu'il faut faire,
t'as besoin de mieux les cerner, en fait. Et le fait, non seulement de pouvoir de façon rationnelle entendre ce que ces personnes-là veulent, par exemple, ou identifier ce que ces personnes veulent, plus maintenant le fait de pouvoir ressentir leurs émotions, bah, tu as simplement tous les éléments pour mieux gérer tes interactions, en fait. Et donc, un leader, d'abord, l'une de ses qualités, c'est justement de ce tact, en fait, cette façon qu'il a de communiquer avec les autres. Donc, et ça, la sensibilité que la danse, elle t'apporte, ça t'aide beaucoup dans tes relations, que ce soit euh, au travail, hors de la danse, avec les autres et ainsi de suite. Même dans ton projet, avec les gens qui travaillent avec toi, etc., etc. Donc, voilà. Euh, et, et ça va être la même chose pour quelqu'un lambda qui vient découvrir cette danse-là ou cette façon de faire. Euh, un exemple concret, s'il faut prendre des exemples, c'est que moi, par exemple, maintenant, je, juste, je, c'est-à-dire, je ressens mieux mon corps, en fait, tout simplement. J'ai à chaque chose, dès que il y a une petite chose qui ne va pas, en fait, sur un point de vue mental ou émotionnel, je le ressens de façon, quel que soit le niveau de subtilité que ça peut être. Et moi, par exemple, ça m'évite d'être malade. J'anticipe beaucoup, en fait, sur mon état de santé. Ou par moment, je vais aller chez l'ostéo, je vais lui dire, voilà, tu vois, ici, à tel niveau, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc la personne, elle va regarder, après elle va dire, tu es sûr? Elle voit pas, et après elle va dire, ah oui, mais quand même, parce que quand même, c'est quelque chose qu'il fallait pousser loin pour s'en rendre compte en fait. Donc rien que pour maintenir moi ma santé, bah, cette sensibilité-là, elle m'aide. En dehors même du fait de pouvoir ressentir que les émotions des autres dans mes interactions au quotidien. Il y a plein d'autres exemples, mais voilà, ça en était un, voilà. Mhm, ça, c'est bien. Et pour la confiance en soi, j'ai retenu le côté apaisement, le côté, surtout ça, c'est un truc que j'avais pas vu, le côté sensibilité pour soi-même, pour ne serait-ce que la santé de tous les jours. S'écouter, j'ai aussi vu ça, s'écouter, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément tout le temps. Mais la confiance en soi, est-ce que ça aide aussi en ça? Euh, est-ce que la danse de Kizumba peut aider dans ce sens-là, à prendre beaucoup plus confiance en soi? Bah, il y a une chose, il y a un facteur qui aide beaucoup pour la confiance en soi, c'est tout simplement l'expression en fait. Quand, quand on s'exprime, on, en fait, plus on s'exprime quelque part, euh, plus on développe une sorte de confiance aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vrai chez beaucoup de gens en fait. Et justement, quand on fait de la danse, c'est une expression de soi silencieuse, mais ça reste une expression de soi. Donc oui, forcément, ça développe une certaine forme de confiance en soi, parce que on va avoir un moment avec quelqu'un, on va pouvoir euh, euh, échanger. Ce que moi j'ai, par exemple, de façon personnelle remarqué, c'est que justement quand tu danses et que tu t'ouvres pleinement, tu ouvres une composante émotionnelle de toi et on ne le remarque pas forcément, il n'y a pas d'études dessus, mais je pense que même dans ton quotidien, ça provoque, ça a un impact en fait, justement, sur petit à petit ta façon, ta capacité à t'ouvrir émotionnellement aux autres. Donc, Mhm. Mhm. moi, je le pense, dans mon cas, cela est vrai. Je pense aussi que dans le cas de pas mal de personnes, c'est quelque chose qui peut être vérifiable. Voilà.
Mhm. Quand tu parlais, le mot qui me venait, c'était le lâcher prise. Parce que, tu vois, déjà, quand tu danses quelque part, comme c'est une danse très centrée sur le ressentir, en fait, si tu es trop dans ta tête, moi, c'est une difficulté que j'avais, c'est compliqué à un moment donné. C'est-à-dire que euh, le lâcher prise de ce qui est dans ta tête, c'était une nécessité pour moi pour pouvoir pleinement être présent et du coup ressentir, que ce soit pour moi ou même pour l'autre, tu vois. Euh, et quand tu as parlé tout à l'heure de d'expression de soi, je voyais ça, c'est que quelque part, même dans mon expression de moi, en tout cas, j'étais limité parce que tout le temps dans ma tête, je vais faire ça, après je vais faire ça, oh, qu'est-ce qui va se passer si je rate? Tu vois, c'est un peu ce genre de choses. Et tout ça, en fait, quelque part, ça a aussi une dimension de la confiance en soi parce que être capable d'être zen, même s'il y a on fait une fausse erreur, même si on rate un pas, même si ça fait quelque part, c'est de justement se détacher des éventuelles possibilités négatives et d'être là, en fait. Ça aussi, c'était quelque chose qui m'avait aidé. Et c'était une forme d'entraînement à penser maintenant, uniquement maintenant, à penser uniquement maintenant, et pas à vouloir anticiper 5 ans à l'avance et tout, voilà, voilà. Ok, ça c'est ok. Ben, merci. Moi, j'ai plus de questions en tout cas. Je pense qu'on a déjà balayé pas mal de sujets. De toute façon, c'est un sujet assez vaste, donc on n'a pas la prétention de tout faire en une session. Euh, En tout cas, je suis ravi que tu aies pu nous partager ton expérience très riche. Et puis, moi, j'ai retenu que les mots connexion humaine, les mots ressentir, et surtout en termes de leadership, les mots écoute et la mission de vie n'est pas celle des autres. Donc, très important pour relativiser dans les C'est situations ça, de motivation. Mm. c'est ça. Voilà. Et bah, très bien, bah, merci aussi en tout cas pour de m'avoir permis justement de partager ce retour d'expérience avec vous, avec les gens qui nous ont suivis. Et voilà, pour la suite, ça se passe sur Ouais, notre plateforme Mindfulness Douceur et le exactement. meilleur De reste à toute façon, venir. ouais. De toute façon, les pages Manfred Douceur, c'est sur Et Instagram, Facebook, Facebook, c'est ça? voilà, c'est D'accord. ça. Voilà. De toute façon, la vidéo, je te la partagerai et puis voilà. Et puis tu pourras l'utiliser. Bon, le but, c'est le partage. On fait ça pour vulgariser, donc c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est Ok. ça. Ben, Ok, merci bah, beaucoup. très bien. Merci, bah, bonne soirée À toi et aussi. ciao. Ciao.